Cette année marquait le triste anniversaire, les 6 et 9 août 1945, des 80 ans des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki qui ont fait plusieurs centaines de milliers de victimes. J'ai été déléguée par le mouvement de la paix 13 pour participer à la conférence mondiale contre les bombes A et H au sein de la délégation nationale de 30 pacifistes, dont 5 jeunes, renforcés par une quarantaine de cheminots PACA, une vingtaine de jeunes de Bretagne, quelques syndicalistes CGT, ainsi que quelques élus de Ville de Paix. En tout, une centaine de Françaises et Français, la délégation étrangère la plus importante. Ce furent 10 jours très intenses sur les plans émotionnels et intellectuels. L'émotion d'abord de se retrouver au cœur même des lieux emblématiques de l'horreur, qu'ont causé sur plusieurs générations ces armes abominables. Ce fut un grand moment militant et une expérience très riche, grâce aux échanges avec des pacifistes du Japon et du monde entier. J'ai été particulièrement impressionnée par la force de l'engagement des militants japonais et par la présence de nombreux jeunes qui prouve que le flambeau de la paix se transmet bel et bien auprès des nouvelles générations. D'avoir été un peuple victime à un moment donné de son histoire du déchaînement de l'enfer sur terre, a développé chez ces pacifistes un profond sentiment de solidarité internationale vis-à-vis d'autres peuples qui souffrent des guerres, notamment en ce moment la population de Gaza. En effet, les marques de soutien étaient partout. J'ai été frappée, comme les autres membres de la délégation, par les témoignages poignants et empreints d'une grande dignité des Hibakusha, ces survivants des bombes A et H, qui incarnent dans leur chair meurtrie l'abomination de ces armes. Écouter ces témoignages nous élève à un autre niveau de conscience au sujet des armes nucléaires. La visite des musées permet de mesurer l'incroyable portée dévastatrice de ces armes. Nous vivons dans un monde rendu plus dangereux par l'exaspération des tensions entre États et le risque accru d'un conflit nucléaire. La leçon d'Hiroshima et de Nagasaki, c'est que le discours selon lequel ces armes rendent le monde plus sûr en nous protégeant ne tient plus la route et que la seule sécurité possible viendra de leur abolition. Un monde débarrassé de ces armes est plus que jamais nécessaire. Un monde où l'éducation, la justice, le respect des droits humains prévaudront. À présent, après la signature de Marseille de l'appel des villes en faveur du traité d'interdiction des armes nucléaires, applaudissons. Nous devons, nous, membres de la société civile, unir nos efforts partout en France et grâce au réseau des comités du mouvement de la paix pour obtenir de notre président un engagement en faveur de la ratification de ce traité. Alors vous êtes toutes et tous invités à signer ici même la pétition nationale sur papier si vous ne l'avez pas encore fait. Mais surtout, je vous invite à aller sur le site du mouvement de la paix pour signer l'appel international qui émane d'ailleurs des Hibakusha et faites vivre cet appel au sein de vos organisations. En effet, les Hibakusha nous obligent. C'est un devoir moral que d'honorer leur mémoire en agissant urgemment en vue d'un monde délivré de la menace nucléaire. Nous devons leur promettre que les témoignages de leur souffrance ne seront pas vains. Dans cet esprit, le mouvement de la paix PACA va organiser fin novembre la tournée dans le sud d'une délégation japonaise comprenant 2 Hibakusha de Nikon Hidenko, l'association qui a reçu le prix Nobel 2025 de la paix, et ce sera ainsi l'occasion de sensibiliser davantage l'opinion publique. Je terminerai par le slogan habituel
des pacifistes japonais. Alors vous pouvez reprendre avec moi. Plus d'Hiroshima, plus de Nagasaki, plus d'Hibakusha, plus de guerre et d'injustice. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, je vais donner la parole à Dominique et Caroline qui vont vous faire entendre la résolution 1 sur l'éducation à la culture de paix par l'éducation. Tu sais ce que dit l'ONU? Bah, je sais pas, hein, depuis le début, plein de trucs, je peux pas te répéter. Alors, qu'il faut renforcer une culture de paix par l'éducation. Ok, et après ils ont voté l'éradication de la faim dans le monde, la disparition des moustiques tigres et le retour de l'amour courtois. Non mais c'est sérieux, hein, c'est même la résolution numéro 1. Ouais, ben moi j'en ai des résolutions. J'en ai pris une pour aller à la salle de sport, spoiler. J'y vais pas. Mais la France, elle, y va. Enfin, en EMC, pas à la salle de sport. Hein. Tous les collégiens ont une heure d'EMC toutes les 2 semaines. Ah ouais, et effectivement, pas vraiment de quoi lui faire les abdos à la paix. L'EMC le cours où on apprend la paix en récitant liberté, égalité, fraternité, pendant que Kevin bombarde Emma de boulettes de papier parce qu'elle lui a piqué la meilleure place du fond. Ah bah, paix mondiale garantie. Ah oui, il y a aussi le parcours citoyen, les projets, le débat, les ateliers solidaires. Et le parcours citoyen, il paraît qu'il y a moins de 15% des collèges qui s'y mettent. Le reste préfère le bon vieux binôme, carnet de correspondance, exclusion. Et les débats, je vois le truc d'ici. Débat. Faut-il interdire le portable? Et t'as 47 ados qui hurlent plus fort qu'à une AG de cheminot. Ah, 47, tu exagères. Ils sont à peine 40 par classe cette année et encore moins en REP. Oui, bah enfin, c'est pas parce que dans certains pays, il peut y avoir des classes de 60 élèves de CP qu'on n'a pas le droit de se plaindre d'être à 37 collégiens par classe. Et la médiation par les pairs, tu connaissais? Bah ouais. C'est quand Sofiane, un des 3 collégiens sur les 1000 de l'établissement formé à la communication non violente, dit à Emma, qui est en train de balancer Kevin par la fenêtre, quand tu l'attrapes par les cheveux, ça lui heurte ses sentiments. Pendant que les 996 autres filment en se demandant quel angle fera le plus de vues sur le hashtag paix sociale. Au moins, c'est de l'éducation à l'image. Et puis, il y a le programme phare contre le harcèlement scolaire qui a été généralisé en 2022. Et des associations qui interviennent avec des journées thématiques sur la paix. Ouais. Programme de la journée internationale de la non-violence. 10h, atelier yoga. 15h, théâtre forum. 20h, journal télévisé. La France vend pour 16,6 millions d'euros de composants militaires non létals à Israël en 2024. C'est non létal, ça va. Mehdi, il faut bien financer les ateliers coloriage de Colombe de la Paix. Hein. Au Danemark, ils ont 1 heure par semaine de cours d'empathie. C'est sûrement pas encore l'idéal, mais leur taux de harcèlement à l'école est moitié moindre que chez nous. Ils ont intégré la paix dans le quotidien scolaire. Ouais, tandis que nous, on a intégré la paix dans des PowerPoint made in Eduscol. Ah, et en Suède, il y a le Non-Violence Project, par lequel ils apprennent aux jeunes à se parler. Ouais, alors que chez nous, les jeunes, ils apprennent à bien se couvrir en hiver quand il n'y a pas de chauffage dans les salles de classe. Et ils sont parfaitement au point quand il s'agit de connaître le chemin de la salle d'études quand le prof est absent non remplacé. Et les Nordiques, ils vivent la paix, tandis que nous, c'est un peu vrai qu'on l'enseigne au tableau. Ouais, la paix, c'est un schéma fléché entre cause et conséquence à apprendre par cœur pour le contrôle. Oui. Finalement, la culture de paix, c'est un peu comme le latin au collège. Tout le monde dit que c'est important, mais personne n'y croit vraiment. Et puis ça finit en option facultative avec 3 élèves. Tu crois que ça changera? Mais évidemment, évidemment. Le jour où l'ONU viendra animer les classes par elle-même, avec un casque bleu pour calmer les 3e B. Merci Caroline et Dominique. Et maintenant, nous allons évidemment donner la parole à la FSU.
pour nous parler de l'éducation à la culture de paix par l'éducation. Pas que, mais je voudrais dire. Bonjour et merci au Mouvement de la Paix pour l'organisation de ce rassemblement. La paix ne doit plus être vue comme la non-guerre et pour reprendre Bertrand Badi, mais comme l'art de la coexistence. En Palestine, il n'y aura pas de paix sans la reconnaissance du droit des Palestiniens à construire un État, sans la coexistence des peuples palestiniens et israéliens. En Ukraine, la paix durable ne proviendra pas d'un partage des territoires, mais de la reconnaissance du droit du peuple ukrainien à disposer de lui-même. Ensuite seulement se poseront les questions de la sécurité collective. Permettez-moi aussi, puisque avec nos camarades de la CGT, nous sommes dans un grand mouvement social, de rappeler aussi que la coexistence pacifique a évidemment comme condition première la justice sociale, et nous nous félicitons du mouvement qui est en train de se construire, qui est pour une fois offensif pour une autre justice sociale et fiscale. Mettre en avant la coexistence des uns et des autres, c'est aussi promouvoir l'altérité, combattre toutes les dominations. Dans les décennies qui suivent la Seconde Guerre mondiale, les accords internationaux affirmèrent à la fois que l'éducation était l'un des principaux moyens d'établir une culture de paix et que cette culture de paix avait pour finalité de construire des sociétés pacifiques et justes. L'école a donc un rôle à jouer dans l'éducation à la paix, dans l'acceptation de l'autre, dans le combat contre le racisme, le sexisme et contre toutes les dominations. Si les enseignants essayent de prendre leur part dans ce combat, ils ne sont guère aidés par les politiques libérales et guerrières mises en œuvre, car c'est une autre perspective qui était aujourd'hui privilégiée. Les incitations ministérielles cherchent à construire une culture de la défense, en développant le service national universel, dont on vient d'apprendre qu'il va être suspendu, et les classes de défense et de sécurité globale. La coexistence est aussi mise à mal par la mise en place d'une école du tri social, des groupes de niveau en 6e, 5e, où on met de côté les élèves les plus en difficulté, par le développement de l'enseignement privé qui devient un lieu d'entre-soi des classes privilégiées, par les logiques de compétition qui se développent quand il nous faudrait promouvoir la coopération. Éduquer à la paix est donc consubstantiel de notre combat pour une école émancipatrice, laïque, qui accueille tous les enfants dans un même lieu, et de notre combat contre le racisme et le sexisme. L'école, l'éducation sont donc centrales dans la promotion de la paix. Le gouvernement génocidaire d'extrême droite israélien ne s'y trompe d'ailleurs pas en détruisant systématiquement les écoles à Gaza. Pour reprendre le slogan d'Éducation for Gaza, pour les Palestiniens, l'éducation est aussi vitale que le pain et l'eau. Aussi, nous vous invitons à relayer et à soutenir la campagne d'Éducation for Gaza. Détruire l'éducation à Gaza, c'est aussi détruire la transmission d'un savoir, d'une histoire, d'une culture, celle du peuple palestinien. Mais c'est aussi ancrer profondément des ressentiments et des haines, et donc éloigner encore et encore les perspectives de paix, mais aussi de sécurité, y compris pour le peuple israélien. Alors crions haut fort à nos gouvernements qu'il est temps d'agir. Nous nous félicitons de la reconnaissance demain de l'État palestinien. Cela ne suffit pas. Les sanctions que nous sommes capables de prendre contre la Russie, nous devons les prendre contre le gouvernement israélien. Merci. Merci à la FSU. Maintenant, Jessica pour la CGT qui va nous parler largement de tout ce qui nous préoccupe. Bonjour à tous. Ce 21 septembre, Journée mondiale de la paix, résonne encore dans un monde en guerre. La parole de paix, de fraternité, est assourdie par le bruit des armes sur tous les continents. Pas un continent n'échappe à la guerre et au pillage des forces productives. Les êtres humains sont exploités, déplacés, interdits aux frontières, dans un cas, ou arrachés à leur terre dans un autre. Elles et ils sont également la première ligne de celles et ceux qui subissent les conséquences des guerres dans leur pays. Envois au front, victimes de guerre tuant femmes, hommes, enfants sans distinction, viols comme arme de guerre, traumatisant en grand nombre. Les prédations générées par les sous-sols, comme l'accès à l'eau, les richesses énergétiques, les passages de gazoducs et pipelines, n'ont aucune limite pour les accumulateurs de profits. La mondialisation du capitalisme et donc des profits produit la mondialisation des conflits. Et plus aucune nation, plus aucun peuple ne peut se sentir à l'abri des politiques impérialistes et néocolonialistes. Destruction de la planète, épuisement des sols et des ressources, captation des richesses dans un monde par une poignée des milliardaires, les 1% les plus riches du monde possédant 48% de tous les actifs financiers mondiaux. Les États-Unis, par leur place de domination dans le monde, imposent un rythme et déclenchent des guerres selon leurs intérêts économiques propres.
Donald Trump continue de dérouler son plan initial, ouvrir le front de la guerre commerciale contre la Chine. Désormais donc, le président des États-Unis somme les États membres de l'OTAN de cesser immédiatement de fournir en pétrole russe et d'imposer des barrières tarifaires de 50 à 100% à la Chine, et donc d'entrer dans une guerre commerciale contre la Chine. Les milliers de morts ukrainiens ne sont que des pions sur l'échiquier mortifère des impérialismes. La France, quant à elle, continue de se comporter comme un serviteur soumis des États-Unis et de son bras armé, l'OTAN. Budget de guerre, discours martiaux, appel au réarmement démographique, mise au pas de la jeunesse, notamment au travers du SNU. Emmanuel Macron participe activement aux guerres impérialistes et engage notre pays dans tous les conflits mondiaux. Pendant que le président et ses gouvernements illégitimes successifs annoncent une politique d'austérité inouïe, ils organisent la captation des richesses pour financer une économie de guerre. Ainsi, alors que tous les budgets sont en baisse, que les services publics vont subir des coupes inédites, que les salaires sont en berne, la loi de programmation budgétaire militaire 2024-2030 prévoit 118 milliards supplémentaires. Ces milliards viennent de s'ajouter aux commandes aux marchands d'armes, aux cadences accélérées de production d'obus, de bombes, à la contribution de plus de 56 millions d'euros à l'OTAN. Le dernier signe envoyé en ce sens est clair. Le Premier ministre choisi, Sébastien Lecornu, n'est autre que le ministre des Armées du gouvernement précédent. Nous ne pourrions pas tenir cette journée sans avoir nos cœurs tournés vers la Palestine, massacrée, déchiquetée, génocidée. Les massacres se poursuivent sans relâche, les propos négationnistes se multiplient, notamment après les conclusions des enquêteurs des Nations Unies qui affirment et démontrent qu'Israël a commis un génocide à Gaza. Et c'est bien toute la Palestine qui est dans le viseur. N'en déplaise à celles et ceux qui ont répété en cadence que c'était une guerre contre le Hamas et un droit présupposé d'Israël à se défendre. Les objectifs sont clairs, ils ont été définis par Ben Gvir, le ministre israélien de la Sécurité nationale. La colonisation est synonyme de sécurité. Je cite ses paroles. Le temps est venu pour la colonisation juive, pour encourager l'immigration et pour adopter la loi sur la peine de mort pour les terroristes. Les faits s'accordant aux paroles, les blindés sont ainsi cette semaine venus arracher méthodiquement 200 km de route en Cisjordanie, laissant en ruine toute la Cisjordanie. Cela se couple avec la politique expansionniste de l'État colon, bombardant sans fin toute la région du Yémen à l'Iran, en passant par le Qatar après les opérations guerrières contre le Liban. La reconnaissance de l'État palestinien est une étape, mais nous devons exiger la fin du génocide, la fin du blocus et la fin de la famine à Gaza et dans toute la Palestine. L'UDCGT 13 affirme que la redistribution des richesses produites doit servir au progrès social et non pas à la destruction du monde. La France doit sortir immédiatement de l'OTAN et exiger sa dissolution. L'envoi d'armes doit cesser, les solutions de paix et de justice doivent être recherchées partout, les résolutions de l'ONU doivent être respectées. La CGT répondra toujours présente pour défendre la paix et la justice, ici et dans le monde. Bravo. Merci à Jessica pour la CGT, Confédération Générale des Travailleurs. Et maintenant, et des travailleuses, évidemment, parce que de toute façon, sans elles, tout s'écroule, vous voyez. Et d'ailleurs, voilà, exactement. Il est où? Il est là-bas. Bravo. Et maintenant, Marie, qui va nous donner lecture de quelques extraits des droits de l'homme et de la femme, et donc des droits humains, avec... Une petite, ça va? Tu vas pas... Non, ça va pas marcher. Merci beaucoup. Merci d'être là et merci au monsieur qui tient le drapeau. Oui. Quand même. Tous les êtres humains. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion et de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Toute personne a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit, car tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne, parce que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé parce que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Tous les êtres humains. Merci beaucoup Marie. Maintenant, pour résister aujourd'hui, Serge Vial. Bonjour mesdames, messieurs, et merci au Mouvement de la Paix pour l'organisation de cette journée internationale pour la paix. Alors, s'appuyant sur les valeurs de la résistance, Résister aujourd'hui continue à dénoncer avec force et détermination les atteintes aux droits humains, les épurations techniques, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Nous appelons les autorités russes à accepter le cessez-le-feu proposé par l'Ukraine afin d'ouvrir la voie à des négociations et d'éviter de nouvelles pertes humaines inutiles. Des milliers de vies, russes comme ukrainiennes, peuvent ainsi être épargnées. Que cessent immédiatement les bombardements israéliens, que s'ouvre un véritable processus de paix durable avec le peuple palestinien qui subit chaque jour massacres et destructions. Plus de 65 000 morts et 165 000 blessés, cette situation est insupportable. Après 1945, le procès de Nuremberg a jugé les crimes contre l'humanité. Il sera tout aussi indispensable que des procès soient organisés pour les crimes commis quotidiennement en Ukraine, au Moyen-Orient et ailleurs. Nous sommes révoltés chaque jour et dénonçons sans relâche toutes les guerres et toutes les exactions qui piétinent les droits humains élémentaires en Europe, en Afrique, en Asie comme en Amérique. La perte des droits humains est aujourd'hui un phénomène alarmant. Dans de nombreux pays, les libertés fondamentales, liberté d'expression, y compris récemment remise en cause aux États-Unis sur l'administration Trump, liberté de réunion et de presse sont restreintes. Les conflits armés privent des millions de personnes de sécurité et d'accès aux besoins essentiels. Les inégalités sociales et économiques aggravent la pauvreté et réduisent l'accès à l'éducation, à la santé et à un logement digne. La crise climatique accentue ces difficultés en limitant l'accès à l'eau, à la nourriture et à un environnement sûr. Les minorités ethniques, religieuses ou de genre sont les premières victimes de discrimination et de violence. La surveillance numérique et la répression politique renforcent encore ces dérives. Chaque atteinte aux droits humains fragilise la démocratie et la paix. Les préserver constitue un enjeu vital pour l'avenir de l'humanité. C'est pourquoi il est urgent que tous les conflits cessent avant qu'il ne soit trop tard. Retrouver un monde où les droits humains sont respectés et exige de lutter sans relâche contre les dictateurs et les extrémistes, y compris en France, où le danger est réel à l'approche des prochaines échéances électorales.
Concernant le conflit israélo-palestinien, résister aujourd'hui rappelle en cette journée internationale de la paix ses motifs de mobilisation. Arrêt immédiat des massacres au Moyen-Orient. Arrêt des livraisons d'armes à tous les belligérants de la région. Cessez-le-feu permanent entre la Palestine, le Liban et Israël. Levée du blocus de Gaza. Libération des otages israéliens. Libération des prisonniers politiques palestiniens. Retour des déplacés dans leurs pays respectifs. Fin de la colonisation, reconnaissance officielle de l'État par la France, bon ça sera fait demain, et mise en place de 2 États vivant côte à côte dans le respect mutuel. Voilà, si vous voulez reprendre avec nous pour terminer, stop au massacre du peuple palestinien. Stop au massacre du peuple palestinien. Briser le blocus de Gaza. Briser le blocus de Gaza. 2 peuples, 2 États, une paix juste. 2 peuples, 2 États, une paix juste. Je vous remercie. Et maintenant, la libre pensée. Amis et amis, camarades, citoyennes et citoyens, la libre pensée vous apporte son salut fraternel. Parce qu'elle est opposée à la guerre, la libre pensée est partie prenante du meeting internationaliste contre la guerre à Paris, le dimanche 5 octobre qui vient, axé sur pas un centime, pas une arme, pas une vie pour la guerre. Et où il y aura des responsables syndicaux, associatifs, en particulier le secrétaire du syndicat des dockers de Gênes, dont l'action magnifique est dans toutes les mémoires. Il est une constante, que ce soit pendant la guerre ou sa préparation, avec le développement d'une politique d'armement, les libertés individuelles sont remises en cause. Il ne veut pas faire la guerre, il est pourchassé. C'est pourquoi la libre pensée s'est prononcée pour l'accueil en France des déserteurs russes et ukrainiens. Plus, pendant la Première Guerre mondiale, son régiment est contraint de se replier dans sa tranchée sous le feu adverse. Il peut être condamné par des galonnés bien au chaud à l'arrière à être fusillé sous prétexte de lâcheté. Et je vous rappelle l'histoire du 15e corps. La libre pensée a décidé de relancer la campagne engagée avec la Ligue des droits de l'homme, l'ARAC et le Mouvement de la paix pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple. Vous vous indignez du génocide en cours à Gaza, que l'on peut comparer légitimement d'ailleurs à l'extermination du ghetto de Varsovie. Vous réclamez l'arrêt des livraisons d'armement à Israël, la fin du jumelage Marseille-Haïfa. Vous voilà taxé d'antisémitisme, voire de troubles à l'ordre public. N'a-t-on pas vu des universités prendre des mesures contre celles et ceux qui s'expriment en soutien du peuple palestinien? Rappelons qu'ont été adoptées dans notre pays des lois sécuritaires, notamment celle du 18 mars 2003, qui introduit l'outrage au drapeau national, et celle du 30 octobre 2017. Cette dernière a pour disposition, dans les périmètres de protection, palpation de sécurité, fouille de bagages et de véhicules, la fermeture administrative de lieux de culte incitant à la violence ou au terrorisme, qui le juge, des mesures individuelles de surveillance, assignation à résidence, obligation de pointage, des visites domiciliaires et saisies sur autorisation judiciaire, des contrôles renforcés aux frontières. La libre pensée réclame, avec d'autres, l'abrogation des lois sécuritaires, ainsi que celle de la loi dite séparatisme, toute loi qui veulent encamisoler les citoyennes et citoyens dans une pensée unique, tournée vers la défense du capitalisme en crise, tournée vers l'économie de guerre et la guerre, une nouvelle fois comme recours. Bien sûr, nous n'oublions pas, même si dans les clergés il y a des pacifistes, bien souvent,
les religions de toute nature bénissent les armes. Il n'y a pas qu'aux USA que liberté d'expression, de manifestation et liberté démocratique en général sont menacées. Toute voix qui s'oppose à la logique de guerre doit être entendue. La libre pensée, dont le fondement, dans la tradition du siècle des Lumières, est la défense de l'absolue liberté de conscience, s'y emploie et s'y emploiera. À bas la guerre, ni Dieu ni maître, à bas la calotte et vive la sociale! Stop au génocide à Gaza, sanctions contre l'État génocidaire israélien, solidarité avec le peuple palestinien et sa lutte contre la colonisation et pour un droit à un État reconnu internationalement. Si nos yeux sont tournés vers Gaza, on ne peut pas non plus ignorer les souffrances des peuples. En Ukraine et en Russie, en Syrie, au Congo, au Soudan, en Iran, au Yémen, au Liban ou encore en Afghanistan où souffrent principalement nos sœurs afghanes. La liste des conflits, malheureusement non exhaustive, est la plus longue depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, je tiens à m'excuser un petit peu parce que le thème initial qu'on m'avait donné, c'était le développement durable. Donc j'ai appris il y a quelques secondes que ça avait changé, donc désolé si ça ne va pas correspondre exactement. Comme chaque année, nous nous retrouvons ici pour dire collectivement que la paix est le plus beau projet politique qui soit et le seul viable pour l'humanité tout entière. Et je voudrais remercier d'ailleurs le Mouvement de la Paix pour l'organisation de cet événement. Il m'est régulièrement demandé, en tant que dirigeante du Parti communiste, quelles sont les propositions du PCF concernant la paix. J'aime à répondre que c'est un projet politique complet qui allie solidarité entre êtres humains et justice sociale dans un monde vivable. La lutte pour la paix a présidé à la naissance du PCF en 1920 et elle est toujours restée partie intégrante de toutes nos actions en faveur de l'amitié et de la solidarité entre les peuples et de la lutte contre les dominations. L'internationalisme est l'un des fondements majeurs de l'engagement communiste et pour l'émancipation humaine et sociale. Car la paix, ce n'est pas seulement un nom de sans guerre. Sans égalité, il n'y a pas de paix durable possible. Sans émancipation pour toutes et tous, sans justice, sans que tout le monde puisse vivre dignement, il n'y a pas de paix durable possible. La paix est le moteur principal de tout projet politique progressiste. Elle irrigue toutes nos réflexions. Le monde dans lequel nous vivons est un tournant pour la survie de l'humanité telle que nous la connaissons. Les défis mondiaux qui sont face à nous nous obligent à penser à notre monde. Et ces défis ne se résoudront pas dans la guerre. Les menaces potentiellement dévastatrices des guerres et des économies de guerre qui sont mises en place nous éloignent des grands défis humains et de ceux qui menacent l'humanité. Le réchauffement climatique avec sa succession de catastrophes, sécheresse, inondations, montée des océans, pollution, destruction du vivant, ainsi que les insécurités humaines, économiques, alimentaires, sanitaires, énergétiques. Les inégalités mondiales croissantes face à ces défis sont la source de nouvelles conflictualités. Les guerres, le changement climatique et les diverses formes d'insécurité ne sont pas étrangers les uns aux autres. La combinaison des activités humaines sur la nature, avec la course au profit, le productivisme, la prédation des ressources naturelles détruit notre patrimoine commun. Pour nous communistes, ce système porte un nom, c'est le capitalisme. C'est aussi ce qu'exprimait Jaurès quand il nous disait que le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage, après avoir dit que la paix est le plus grand des combats. Les richesses du monde, le travail humain, la science et les technologies doivent servir l'avenir du genre humain et de la planète, et non pas la sophistication des guerres et des armements. Ensemble, nous devons ouvrir d'autres voies. Les défis contemporains ne connaissent pas les frontières et ne régleront qu'à l'échelle globale. Nous sommes désormais dans une obligation de solidarité humaine internationale, car personne ne gagnera contre les autres. La course aux armements et la nucléarisation du monde sont des obstacles à l'émergence d'un nouvel ordre mondial plus juste et plus durable. Elles confortent les systèmes de domination qui existent. Les milliards qui partent dans le fracas des bombes et détournent d'immenses richesses seraient plus utiles dans l'élaboration de grands projets communs pour l'humanité, dans le respect de la souveraineté des peuples, la justice sociale, la démocratie, la liberté, le partage des connaissances et la métamorphose écologique, conformément à la Charte des Nations Unies et aux 8 domaines de la culture de la paix définis par l'UNESCO. Cela ne se fera pas sans coopération, sans désarmement, ni processus d'élimination des armes nucléaires. Même s'il est étroit dans ce monde de fracas, le chemin existe pour bâtir un projet global de sécurité humaine. Les voix des peuples unis et des organisations de la société civile peuvent être efficaces, permettant de construire une paix durable. C'est le sens de l'appel que nous lançons ici à nos concitoyens en faveur de la paix et du désarmement. Je vous remercie.